confession d'adorer les ancêtres. Donc il n'y a pas d'athée au Burkina, ça je ne pense pas. Tout le monde croit en Dieu à travers quelque chose. Donc c'est une occasion aussi donnée aux traditionalistes de pouvoir fêter, exprimer, être en contact direct avec les ancêtres et pouvoir donc prier pour le Burkina Faso. Donc il y a beaucoup de partie des objectifs aussi. J'ai dit il y a plusieurs objectifs autour. Ça fait partie parce que je pense que toutes les autres confessions ont des journées dédiées. Et chez les catholiques, il y a plusieurs fêtes fériées. Chez les musulmans, il y a plusieurs fêtes fériées. Donc c'était aussi une date aussi pour qu'on puisse trouver, pour que les gens puissent communier et avoir une date où fêter aussi. Donc ça fait partie militaire qui était en opération en 2019 à côté, dans la zone de Pensa, Kelbo, Tauremba et autres. Imaginez, pendant ce temps, on déployait des militaires 300 à 350 avec une centaine de Kalachnikov, peut-être une dizaine, une vingtaine de gilets. Ils sont là, beaucoup sont vivants, vous verrez. Donc, défaut d'équipement. Et lorsque ils sont attaqués, les 200 et quelques, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de courir. Et ça fait que les militaires même avaient surnommé les terroristes les monos, c'est-à-dire les moniteurs. C'est comme à l'école, les moniteurs venaient à 5 heures vous réveiller pour faire le sport, courir. Donc quand ils venaient attaquer à 5 heures, c'était la course. Et lorsque vous perdez confiance comme ça, pour reprendre confiance, ce n'est pas évident. Donc l'équipement avait fait que l'armée avait perdu un peu le visage. Et vous voyez que les terroristes se plaisaient de filmer les militaires en train de courir. Et ils partent galvaniser leurs combattants avec, les recruter et vraiment les mettre moralement au top pour combattre. Aujourd'hui, nous voulons équiper l'armée pour que le soldat reprenne confiance en lui. Lorsqu'il sort, il doit avoir confiance. Déjà, avec le minimum que nous avons, mais vous voyez l'exploit qu'ils font. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'ennemi. Ça veut dire que les soldats n'ont pas peur. Donc nous allons continuer de fournir des efforts pour mieux nous équiper et faire face. Nous nous trompions énormément. Ce que nous constatons, ce n'est pas ce qu'on imaginait. Ils sont nombreux et aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a beaucoup qui viennent de l'étranger pour combattre au Burkina. Dans les rangs des terroristes, donc des mercenaires qu'on prend à y venir, il faut qu'on recrute conséquemment pour mailler notre territoire aussi. Vous êtes dans une dynamique de réorganisation. C'était la mise en place de ces unités organiques et combattantes-là, voilà, les bataillons d'intervention rapide, pour répondre et contenir la menace. Parce que lorsque nous avons fait l'évaluation, il fallait ce genre de force-là pour contenir la menace. Là-bas, le centre de la réorganisation, parce que, comme je l'ai dit, là-bas, le terrorisme sera vaincu. Voilà, ces criminels qui se baladent à moto, là, seront vaincus. Mais il faut se préparer à d'autres types de guerres. Il y a la menace partout, que ce soit autour, ou bien la menace qui peut venir de loin. Donc, dans ce cadre-là, c'est une guerre conventionnelle qui peut durer. Donc, il faut se préparer à une guerre de haute intensité. Il faut pouvoir combattre dans le temps et tenir sur le terrain pendant très longtemps. C'est un autre mode de combat. Donc, il faut se préparer à ça et les forces, les différents corps vont avoir un programme d'entraînement et commencer ces entraînements-là. Vraiment beaucoup de moyens. Ça, c'est une chose. Les vecteurs aériens, bon, on a pu réussir à former en tout cas la plupart des pilotes déjà. Parce que et la complicité interne, tout de suite, les cas dont je vous parlais, ceux-là qui ont été neutralisés, qui sont venus de l'étranger, qui partaient vers Mansilla, imaginez qu'ils sont passés par l'aéroport avec la complicité de quelqu'un. Parce qu'ils ont fourni tous les renseignements. Et les enquêtes ont démarré rien qu'hier. On va retrouver ces individus-là. Ils sont passés par la complicité des gens. Il y a des villages aussi qui sont complices, mais qui commencent à comprendre un peu. Dans l'armée, il y a des complicités. Voilà, il y a des fuites d'informations, beaucoup de choses. Et la complicité, sans la complicité, c'est difficile que l'ennemi soit renseigné. Donc même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes, qui les renseignent sur tous les mouvements, tout ce qui se passe. Voilà. Il y a des complicités. Alors des complicités, c'est logique et ce sera permanent. Comme on le dit, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour engager une lutte. Il va de soi que certains qui ont perdu leurs privilèges et leurs avantages se dressent contre nous. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants. C'est ce qu'on fait. Et donc, ces velléités de déstabilisation, c'est courant. Donc, on est là-dessus. Ça sera permanent, ça, on est sûr. Voilà. Ça, c'est logique. Ces presses internationales se battent pour leur pays. C'est normal.
Ceux-là qu'on a fermés ici, tout ce qu'ils divulguent comme information, c'est pour les intérêts de leur pays. Mais ce qui nous écœure, c'est souvent même les presses locales qui relaient ça. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que ceux-là sont en train de... Tout ce qu'ils publient, c'est pour l'intérêt de leur pays et qu'ici aussi, on se met à le faire, c'est pas bien. Les FDS sont en train de monter en puissance. Il y a beaucoup de victoires. Aujourd'hui, on ne s'assoit pas qu'on vienne nous attaquer. On est à l'offensive, beaucoup de choses. L'armement qu'on est en train d'acquérir et tous ces équipements, ça ne les plaît pas. Parce que nous allons réussir à vaincre le terrorisme. Pourtant, ils ont créé ça pour que nos États ne puissent pas être des États et continuent à nous exploiter. C'est nos ressources. C'est ça le problème. Mais si vous avez une armée, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Donc c'est normal que leur presse diabolise, qu'ils inventent du mensonge, ils racontent tout ce qu'ils veulent, avec des complicités internes, malheureusement. Voilà, il y a des individus ici pour 2 000, 3 000 euros, ils sont prêts à écrire du n'importe quoi, envoyer là-bas. Voilà, et puis ils vendent leur patrie. Et ce sont ces gens aussi qu'on combat, parce que ce sont des ennemis de la nation. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aussi que nos presses se prêtent à certains jeux. Lorsqu'ils publient des choses là-bas, nous ici on prend. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est votre partition dans cette lutte-là? Et ils se battent pour les intérêts de leur pays là-bas. Pourquoi vous aussi vous allez les suivre? Même s'ils vous financent ou je ne sais pas quoi. C'est pas logique. Alors, parlant donc... Depuis un temps, il y a eu des cas. Lorsque vous êtes en guerre, un officier, on le confie des hommes. La vie des hommes est entre vos mains. Vous devez les commander et prendre toutes les mesures pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Il peut arriver que vous combattez jusqu'à épuisement de vos moyens. Ça peut arriver. Là, vous êtes mort en héros. Mais lorsque l'officier ne prend pas toutes les mesures pour que ces hommes puissent combattre, les hommes ne sont pas... ils ne répondent pas d'eux-mêmes. Ils ont été formés pour exécuter des ordres. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque on a le renseignement de probables attaques, c'est diffusé. On peut avoir une zone. Et dans la zone, si on a plusieurs positions, on va les dire, il est possible qu'il y ait des attaques. Nous serons à côté. Il y a les drones qui seront pas loin, en tout cas à équidistance des différentes positions. Mettez-vous en alerte. Ça veut dire qu'il faut guetter. Et ça, c'est des cours que les officiers apprennent à l'école. Le poste d'observation, le poste de guet, tout le monde l'apprend. C'est toi, tu dois placer tes hommes à une bonne distance de ta base pour t'alerter quand on voit l'ennemi venir. Parce que l'ennemi pousse souvent ses motos, il ne va pas rouler. C'est rare qu'il roule venir. Donc, tu dois avoir un dispositif qui te permet de te renseigner. Et c'est à partir de ce moment que vous alertez à l'arrière. Aujourd'hui, toutes les positions ont minimum 2 moyens de communication, sinon 3. Et on a fait en sorte que toutes les positions soient en liaison directe avec le pilote de drone. Donc, ils n'ont pas besoin de passer même par leur chef pour appeler le drone et dire « je vois ça, venez traiter ». Donc, tout est réuni. Et autour, on a fait quand même une organisation du terrain pour permettre aux gens de combattre. On veut juste l'alerte. Ok, les guetteurs ont signalé ça. Et les avions vont intervenir. Et lorsque le renseignement est diffusé, et qu'on prend souvent le soin d'envoyer des missions, aller voir des dispositifs, vous dire d'aménager ça, de faire ci, d'organiser le terrain, vous ne faites rien. Un officier, vous ne dites pas aux hommes, il y a ce cours-là que tout le monde fait, l'OTC, organisation du terrain camouflage. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement, on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé, c'est la journée. On n'a pas été alerté pendant que le drone était à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Un officier, il ne dort pas.
ils se reposent. Mais vous n'avez pas le droit de dormir. Et tout ce que vous commandez aux hommes de faire, ils vont le faire. Si l'homme n'exécute pas, vous les punissez. Jusqu'à la radiation aussi. Donc il y a des responsabilités et c'est lourd. Et les gens doivent se réveiller. On a eu des cas où des gens signalent l'arrivée d'ennemis. Les drones arrivent et ils les demandent donc c'est quel côté. On observe, on ne voit pas. Il dit non, on avait signalé là-bas. On dit qui a signalé? Est-ce que tu as quelqu'un? Vous voyez les antennes, les pylônes là? Presque dans toutes les communes, il y a des pylônes. On dit aux gens même de monter là-bas et guetter au loin, ça vous permet de voir en profondeur. Ils ne le font pas. Le pilote le demande, est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'antenne pour observer au loin, pour nous guider? Il dit oui. Et le pilote lui répond, vous mentez, je suis à votre verticale, il n'y a personne sur l'antenne. Il se rend compte maintenant que c'est la réalité. Mais vous mentez à qui? Ça, ce n'est pas un comportement d'officier. On a connu ces cas, beaucoup de cas comme ça. Donc, on ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même, l'officier sur le terrain. Donc, voilà pourquoi, avant l'année passée, en J, on avait dit ceux qui veulent quitter l'armée n'ont qu'à quitter. Il y a une note du ministère de la Défense. Si vous ne quittez pas, vous allez assumer si vous fautez. Et pour moi, c'est une trahison. Lorsqu'un officier ne fait pas travailler ses hommes, ne prend pas toutes les mesures. Si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez qu'il y a des pertes, on peut comprendre. Mais lorsque les mesures ne sont pas prises, mais on va vous radier. Ça sera sans appel, parce que vous n'allez pas seulement. La mort de pauvres soldats là. C'est ça. Le soldat est fait pour exécuter. Et c'est à vous, l'officier, de le dire, va te poster ici, tu observes et tu me rends compte. Et l'officier a son poste, il écoute en permanence. C'est à vous, l'officier, de dire le matin, faites des obstacles ici. Si vous ne commandez pas, le soldat meurt. Ça entache plus la cohésion. Il faut assumer. Et c'est ce qu'on a reproché d'ailleurs aux gens dans le passé. Il faut être ferme souvent. Voilà. La guerre ne se fait pas dans le laxisme parce que ça se paye cash. Ça se paye cash. Moi, j'ai été sur le terrain. Les hommes qui ont été sur le terrain me connaissent. On peut me trouver dur là-bas, mais on s'entend très bien. On va combattre, mais on va revenir vivant. Il n'y a pas de cohésion dans cette hypocrisie. Non, non, non. On préfère que les hommes puissent combattre, venir raconter leur bataille. C'est ça le plus important. Il y a eu beaucoup d'actions concrètes. Et c'est très réjouissant ce qui se passe sur le terrain. C'est devenu les mêmes armées. Il y a beaucoup d'actions qu'on ne peut même pas finir de citer. Les armées sœurs du Niger se retrouvent à exécuter des missions de l'armée malienne ou de l'armée burkinabé. L'armée burkinabé exécute des missions de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. L'armée malienne aussi exécute des missions qu'on leur confie. Ça, ce n'était pas donné. Voilà. Deuxième chose, la coopération sur le terrain. Les forces sont mélangées et combattent ensemble très souvent. Et donc nous réussissons ça, surtout donc, dans la bande frontalière avec le Niger. Nos forces combattent côte à côte actuellement. Dans le domaine donc, des appuis aériens, c'est fréquent. Voilà. Lorsque nous avons beaucoup d'opérations et qu'on est submergé, on peut faire appel aux vecteurs nigériens, aux vecteurs maliens qui viennent nous appuyer. Lorsqu'ils ont besoin de nous, on part les appuyer. Et en termes de frontières, il n'y a pas de frontières actuellement. Donc les vecteurs burkinabés rentrent où ils veulent. S'ils sont en fin d'autonomie ou quelque chose, ils peuvent passer la main aux vecteurs maliens ou nigériens. Pareillement, ils rentrent aussi sur notre sol, ils font la recherche. Voilà. Et vraiment, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement entre nos trois armées. Et l'objectif, c'est de créer dans un futur proche, voilà, une brigade expéditionnaire pour le compte de l'AES qui pourra faire donc des manœuvres en toute autonomie partout dans l'espace AES. On l'a annoncé, le travail se fait en bas pour faire germer la force. Voilà, à chaque étape, on ne va pas forcément sortir, dire que nous sommes à tel effectif, mais chacun a reçu ses instructions et est en train de travailler à mettre en place ce qu'il doit mettre en place. Donc, vous le saurez au moment venu. Il n'a pas les moyens, il faut aller chercher les moyens ailleurs. Regardez aujourd'hui ce que nous avons au Burkina. Quelqu'un nous a prêté 1 franc, quelqu'un nous a donné quelque chose, mais nous avons combien de bataillons équipés? En 2022, à côté, on avait combien de bataillons équipés? On avait un bataillon opérationnel, parce qu'il y avait au moins 4 ou 5 compagnies opérationnelles qui étaient équipées, qui peuvent sortir de façon autonome.
C'est une réalité. En plus de ça, c'était les forces spéciales, l'hygiène peut-être. C'est eux qui avaient les moyens d'être projetés en même temps. Le reste, ils n'ont pas les moyens. On s'assoit et voilà, lorsqu'il y a opération, il faut rassembler les données. Parce que c'est dur d'équiper, c'est compliqué. Ce n'est pas vrai. Si on gère bien, il y a la possibilité d'équiper. C'est ça aussi que nous avons reproché, c'est tout ça qui nous a révoltés. Mais on nous avait nous aussi mis des choses en tête, que c'est difficile d'acquérir l'armement, c'est cher, c'est si. Nous, on a pris notre courage à 2 mains. On s'est mis face à la réalité. On nous a mis des bâtons dans les roues pour ne pas nous permettre de nous équiper. Vous êtes au courant, je l'ai dit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de bataillons équipés qu'on peut projeter d'une minute à l'autre. Ça veut dire, lorsqu'on dit aux 20 bataillons de démarrer pour telle direction, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne leur donner quelque chose, ils démarrent. Donc cette force, on peut l'équiper. Regardez les armées maliennes, regardez les armées nigériennes. La dernière fois, vous voyez l'équipement du Niger qui passait par là pour rentrer au Niger. Donc nous pouvons nous équiper. On n'a pas besoin d'un appui. Monsieur le Président, aujourd'hui, Dès qu'on est en guerre, aujourd'hui, en Conseil, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets où l'armée doit intervenir dans plusieurs domaines. Alors, il faut que l'armée puisse occuper un rang de sorte que la crise que nous avons connue ne puisse pas revenir à l'avenir. Et on ne peut pas avoir ces prédispositions-là sans donner une place à l'armée. Donc, en termes de maillage, de présence dans certaines structures stratégiques, l'armée sera importante. C'est-à-dire notamment là où il y a beaucoup de personnel d'une certaine qualité pour rien que le renseignement. Dans la vie active du pays, notamment l'agriculture, nous avons commencé à préparer le terrain aussi. Actuellement, dans beaucoup de casernes, on a ciblé un certain nombre de casernes. Ils ont fait des forages à gros débit. On veut initier les militaires à la production. Et ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle. Donc il y a plusieurs casernes. Et à l'élevage aussi, à beaucoup de choses, c'est-à-dire l'agriculture. L'armée va participer à la production. Vous avez suivi à Bagré ce qu'on a fait avec l'unité mixte qui est là-bas, VDP et militaire. Au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible. Mais ils ont produit sur beaucoup d'hectares. Et donc on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi, parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Donc l'armée aura un rôle prépondérant, en tout cas à l'avenir dans la vie de la nation. parlons d'économie. Beaucoup de choses en vue, qu'on ne va pas peut-être dire tout de suite, mais déjà, il s'agissait de maîtriser les dépenses publiques. Ça, on est en cours. C'est ce qui nous permet de faire des acquisitions. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a coincé un peu au niveau de la dette intérieure pour pouvoir équiper l'armée. Donc, on a atteint une phase où on a ordonné, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tout ce qui est petite dette, on a mis un certain montant, ils vont tout payer la semaine prochaine. Et au fur et à mesure, en allant vers les grandes dettes, pour que l'économie interne puisse tourner aussi. Parce que si la dette intérieure n'est pas payée, ça ne pourra pas tourner. Mais il fallait faire ce break-là, s'équiper, s'organiser et commencer ça. Dieu merci, le peuple a été résilient. Et je pense qu'il est temps de permettre de souffler un peu pour que l'économie puisse tourner. Il faut qu'on s'industrialise, ça c'est impératif, parce que l'économie, ce n'est pas forcément compliqué. Lorsque vous êtes trop dépendant de l'extérieur, même si vous produisez des richesses, vous êtes obligé d'aller payer. Donc c'est une fuite de devises. Vous produisez des matières brutes, vous envoyez à l'extérieur et ils transforment. C'est-à-dire vous envoyez l'emploi à l'extérieur. Et ici, vous ne créez pas d'emploi. Comment on va s'en sortir? Donc voilà pourquoi aussi nous avons lancé un processus d'industrialisation pour pouvoir employer les jeunes, mais aussi pour éviter que nos devises ressortent. Et d'autres secteurs importants, ce sont nos recherches naturelles. On a pu évaluer plus ou moins. Ce n'est pas que l'or. Ici, nous avons beaucoup de choses très intéressantes. Quand vous prenez rien que la construction, le ciment, ici au Burkina, nous avons le calcaire. Mais en plus du calcaire, nous avons découvert donc que nous avons un type d'argile très bien
qui peut remplacer le clinker. Donc, nous sommes en train de réfléchir à toutes ces technologies, comment mettre des usines sur place qui vont permettre de transformer tout ça sur place. Ça va éviter que nos devises se retrouvent donc à l'extérieur. Donc, il y a d'autres volets que nous ne pouvons pas développer ici dans ce secteur-là, mais en tout cas, on a de bonnes perspectives. Donc, nous avons ordonné, nous avons fait un planning. Toutes ces entreprises, jusqu'à une certaine facture, ça sera payé donc normalement la semaine prochaine. Et après, il y aura une deuxième session pour éponger petit à petit. Mais il fallait faire un planning pour vraiment pouvoir assurer et assurer aussi un minimum côté sécurité et défense. Justement, nous nous rendons grâce qu'à Dieu qui nous a permis d'expliquer au peuple qui a compris. C'est tout ce que nous pouvons dire, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et le peuple a compris notre mission, notre vision, l'objectif. On les remercie. C'est cette contribution qui permet au Burkina de bander les muscles et de faire ce qu'il doit faire pour survivre. Sans la contribution du peuple, sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour amener le peuple à contribuer, ce n'était pas possible. Ça allait être difficile, très difficile. Parce que l'allure à laquelle nous sommes partis, c'est grâce au peuple. Sinon, comment est-ce qu'on allait pouvoir équiper, comme j'ai dit, autant d'hommes dans un laps de temps? On allait peut-être prendre 2-3 ans pour les équiper à ce niveau-là. Mais le peuple a compris, on a mis beaucoup de mesures. Ils ont compris, donc on ne peut que dire merci à Dieu et merci au peuple qui a compris vraiment la mission. Les pierres qui sont posées, ça c'est déjà acquis. C'est la construction qui va démarrer. Mais il y a des usines qu'on était en train de construire depuis l'année passée, certains qu'on va inaugurer avec certains partenaires privés. Mais il y a aussi des usines qui seront construites 100% par l'État. Et on a une stratégie de financement. D'abord, la caisse de dépôt de consignation d'avant, qu'on a transformée en caisse de dépôt d'investissement. L'objectif, c'est de financer l'industrialisation. Il y a le Fonds burkinabé de développement économique et social aussi, que nous sommes en train de redynamiser pour pouvoir financer l'industrialisation. Et tout ça, nous allons nous appuyer sur les acquis de nos sociétés d'État. Parce que le système, comme on le disait, j'essaie d'expliquer ça l'autre jour à Banfoura, le système qui se passait n'est pas forcément bon. Voilà, il faut le dire clairement. On a des sociétés d'État qui font des bénéfices, mais c'est posé des DAT dans les banques. C'est bien. Si l'économie se portait très bien et qu'on n'a pas de défi, on peut garder en DAT, ça produit les intérêts. On peut prendre faire ce que les gens souhaitent là, c'est payer les 14e et 15e mois. Mais nous ne sommes pas à cette étape. Donc actuellement, on est en train de relire, je profite de l'annoncer, on va relire beaucoup de textes dans les sociétés d'État pour revoir d'abord le traitement. Ça, c'est une chose parce que c'est déséquilibré par rapport à la masse populaire. Et les DAT, là, nous allons les toucher. Ça aussi, ça ne va pas plaire forcément aux institutions bancaires, mais il faut qu'ils comprennent que nous devons faire tourner l'économie. Et là, ça va eux-mêmes les permettre de se développer. Lorsque l'argent est déposé, que ça ne travaille pas, ça ne sert pas. Donc, ce sont ces sociétés d'État qui vont financer beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries, qui vont produire et qui vont nous empêcher de partir chaque fois à l'extérieur chercher ce que nous voulons. Donc, ça, c'est la grande partie comme ça. Mais il y a aussi nos recherches naturelles. Là où nous allons, le nouveau code va passer à l'Assemblée. Nous allons aussi nous appuyer sur l'exploitation longue de l'or pour industrialiser le pays. Et nous allons exploiter, en tout cas pour ce qui est de l'or, nous connaissons le faire. L'APEC a été instruite, nous allons mettre en place, ça a commencé déjà avec la SONASP, les premières unités de traitement. Ça a été mis en place à Zorgo, d'autres sont en train d'être mis en place au sud-ouest, pour avoir de l'or, produire donc cette richesse-là qui va nous permettre de nous industrialiser. Bref, il y a beaucoup d'autres volets sur lesquels nous sommes en train d'appuyer. Non, on va équilibrer pour pouvoir servir ceux qui sont dans les villages qui ont des besoins primaires. Voilà. Et les gens qui vont nous excuser, hein, c'est comme ça. Il faut équilibrer un peu. Voilà. Alors, monsieur, innover encore, parce que je disais, des régions ont des spécialités en termes de production. Nous allons voir comment mettre en place des unités de transformation dans chaque région à travers sa spécialisation. Et l'APEC va développer sûrement
un modèle local à travers donc, les opérateurs économiques des dites régions et l'État va accompagner. Donc l'APEC devra réorganiser. Il faut qu'on se finance nous-mêmes nos entreprises. Voilà. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils ne travaillent pas avec. Il faut qu'on les amène à se mettre ensemble, à mettre quelque chose comme base et l'État va accompagner pour créer des unités de transformation. C'est ça qui va faire employer des gens et eux-mêmes, ça va les permettre d'avoir encore plus de marge de manœuvre. Voilà, donc, qui a gangréné notre société. C'est un système qui a été installé depuis des décennies. Et chaque jour, vous voyez, c'est un système qui est comme plusieurs milliers de nœuds. Vous détachez, vous voyez quelque chose encore. Vous détachez, vous découvrez quelque chose. Donc tous les jours, moi je découvre. Je découvre. Et plus vous découvrez, plus vous êtes révolté. Mais c'est un système qui a été mis en place et qui a détruit vraiment voilà, notre pays. Mais aujourd'hui, moi je peux dire que beaucoup ont compris et commencent à quitter un peu eux-mêmes la situation. D'autres aussi, par les dénonciations, arrivent à nous faire voir beaucoup de choses. Regardez le domaine de l'agriculture par exemple. Imaginez qu'on donne de l'engrais, l'État subventionne pour les paysans, mais il y a une pratique qui est là depuis des décennies. Les agents même, avec la complicité de certaines autorités locales là-bas, ils vendent. Ils volent, ils vendent au prix qu'ils veulent aux paysans. L'engrais subventionné n'arrive pas aux paysans. On est en train d'enfermer beaucoup. Beaucoup. Ça fait que je disais au ministre qu'il va se préparer à recruter. Mais c'est les agents du ministère. Mais c'est des dénonciations. Donc ça veut dire que le Burkinabé a commencé à comprendre que la corruption ne peut pas nous permettre de nous développer. Il y a une structure qui est en train d'être créée. Ça sera dans tous les ministères et la structure centrale sera la présidence, où les dénonciations vont se faire. On va mettre tout le processus en branle jusqu'à prendre les individus un pied et donc un organe qui est en train d'être créé pour gérer tout ça. Alors, en ce qui concerne alimentaire le plus vite. Parce que, comme je l'ai dit, la souveraineté alimentaire, c'est très important. On ne peut pas continuer d'avoir des Burkinabés qui ont faim. Donc, il faut qu'on produise. Et l'expérience a montré qu'on ne peut pas se développer sans l'agriculture. Et même dans les zones où il y a les terres les plus arides, ils essaient de transformer l'environnement pour cultiver. Et nous sommes engagés à accompagner beaucoup les producteurs. Donc, normalement, dans quelques jours, nous allons donc lancer un programme d'appui aux agriculteurs pour qu'ils rentrent dans la saison. Vraiment, c'est les aider au maximum à travers de l'équipement pour qu'ils puissent labourer le maximum des champs. On va les accompagner en termes de semences, en termes d'engrais, pour qu'ils puissent produire au maximum. À travers l'initiative, on a lancé l'année passée sur une expérimentation sur environ 14 000 hectares. Nous avons vu les résultats. Donc on a compris que les paysans ont besoin juste d'être accompagnés. Si on leur donne l'accompagnement qu'il faut, ils vont se lancer. Donc c'est ça, j'ai dit, la sortie des devises. Et ce n'est pas que le blé, il y a beaucoup de spéculations que nous avons testées et que nous allons donc mettre maintenant en pratique. Voilà, donc toutes ces spéculations-là, c'est pour que nous puissions produire à l'intérieur et transformer à l'intérieur. Et c'est là que nous avons donc une valeur ajoutée. Donc il y a beaucoup de spéculations, ce n'est pas que le blé. Le blé, ça a bien marché. C'était au laboratoire pour voir s'il n'y a pas de toxines ou quelque chose de particulier. On m'a transféré les résultats. Tout est concluant, c'est vraiment très bien. Donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre. C'est l'objectif et instruction a été donnée pour que ce soit ainsi. C'est ce qui a amené à dissoudre donc la CAIMA et créer la nouvelle structure. Parce que ça n'allait pas. Voilà. C'était une insécurité au Burkina. C'est ce que je dis, on vient de très loin. Il y a beaucoup de routes. Ça, c'est partout où nous passons, c'est la question des routes. Plusieurs provinces ne sont pas reliées entre elles par du bitume. Et pourtant, lorsque les gens produisent, comment évacuer la marchandise s'il n'y a pas de route? C'est compliqué. Donc actuellement, nous sommes en train de la lutte contre le terrorisme aussi. La route participe beaucoup. Lorsque la route est bitumée, l'insécurité diminue un peu. Rien que le risque d'IED et tout, ça diminue beaucoup. Donc ça veut dire que nous devons aller vers la construction
de très bonnes routes dans les zones à fort défi sécuritaire. Donc, c'est un défi majeur qui est devant nous. Et nous allons lancer très bientôt un peu partout certains travaux, construction d'infrastructures. À Ouagadougou, ça a commencé, dans certaines provinces aussi, ça a commencé. Il y a certaines zones à fort défi où ça doit aussi se lancer. Normalement, on avait commencé, mais il y a des entreprises qui sont retrouvées être défaillantes. Ils ne sont pas en mesure de faire, donc on était obligé de résilier certains contrats et recontracter actuellement avec de nouvelles entreprises qui vont se déployer. Donc c'est que sur le plan national, hein, il y a beaucoup de routes qui doivent être faites. Notamment ici à Bobo, il y a la route de Ourodara que nous allons poursuivre jusqu'à la frontière. Il y a la route de Banfoura qui est un projet, beaucoup d'autres routes. Voilà, au niveau de Pau, de Ouargaï, il y a beaucoup de routes qui doivent démarrer. Et nous espérons que les entreprises soient assez fortes pour pouvoir nous accompagner. Monsieur le Président. Qui n'a pas véritablement commencé. Ça a commencé par de petites actions d'abord, notamment certaines infrastructures routières à l'intérieur donc des communes, certaines communes. Mais ça doit se poursuivre parce que dans ça, nous voyons le développement de certaines infrastructures routières, l'assainissement, mais même le développement aussi des différentes communautés à travers donc voilà, la production, la transformation locale sur place. Donc on veut encourager beaucoup les petits métiers aussi. Donc c'est tout un ensemble de facteurs comme ça qui sont réunis dans cette initiative. Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes. Parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic. Ça veut dire laisser une portion du terrain. Et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc, les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs, et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum en son temps, qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina.
sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée ou publique insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos... Il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter? J'ai un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même. Il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif, et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents. C'est vrai, quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont... L'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. On mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, c'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. On n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont là-bas. Il y a des gens qu'on va poursuivre. Il y a eu quand même, ils ont eu des échanges francs. On les regarde maintenant. Monsieur le Président. Vous savez, quand on dit activité subversive, les gens sont très malins et très intelligents dans leurs manœuvres. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de plans pour déstabiliser le Burkina. Il y a l'élimination physique, voilà. Il y a peut-être la manipulation d'une frange armée. Il y a aussi, à travers les médias, vous, voilà. Et la diplomatie des pays, ça participe. Alors, c'est de dire même à travers ça aux gens de faire très attention. Certaines organisations qui sont ici, qui se font financer par certains pays. Pourquoi? À cause de vos beaux yeux qui vous donnent l'argent. Et ensuite, on vous demande donc des rapports sous tel format, vous le faites. Ils sont en train de pénétrer le monde de la culture. On les suit. Voilà. Certains artistes, voilà, ainsi de suite. On suit tout. Ils sont en train de pénétrer le monde des médias. On suit pour que vous relayez ce qu'ils veulent, comme je le disais tantôt. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'activités subversives qui se passent. Donc, on n'est pas dupe et il faut que les gens arrêtent. Parce que vouloir manipuler le peuple pour les retourner, il faut qu'ils arrêtent ça. Ça sera difficile et nous n'aurons pas la langue dans la poche. Au moment venu, on va aussi expliquer au peuple ce qu'il y a. Parce qu'actuellement, c'est l'art de manipuler. Tout leur espoir, c'est de pouvoir manipuler la population, faire baisser la ferveur pour que le peuple ne soutienne pas la transition et qu'ils puissent atteindre leur fin. Et nous allons combattre ça. Ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, venir physiquement ici pour qu'on combatte. Donc, ils ont commencé à préparer. Ce n'est pas maintenant. L'année passée, le président Macron a tenu certains propos. Moi, je m'attendais à ce que les journalistes débattent sur ça
éclairer la lanterne des Burkinabés, éduquer les Burkinabés, parce que le journalisme, ce n'est pas juste critiquer le pouvoir ou voilà, donner des informations sur qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez la chance d'être journaliste en temps de guerre. Il faut participer à éduquer le peuple, à éveiller le peuple, parce que nous avons un ennemi. C'est ceux qui veulent nous réduire à l'esclavage. C'est votre rôle de le faire. Voilà, ce général a fait sa sortie. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens ont eu des débats assez pointus pour expliquer à la population quel est l'objectif de l'impérialisme. Ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là. Ils savent qu'on va vaincre le terrorisme. Et donc, ils se disent maintenant, si jamais on arrive à vaincre le terrorisme, il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé. Parce que c'est leurs intérêts. C'est à travers nous qu'ils vivent. Donc c'est ça aussi. Il faut que les journalistes participent à ça. Maintenant, le débat ne se passe pas sur ça. Qu'on le veuille ou pas, on est en guerre. On doit chanter les louanges de nos soldats. On doit chanter les louanges de nos héros. On doit les accompagner. Et on doit expliquer au peuple ce que c'est que l'impérialisme. Comment ils veulent nous coloniser. Comment ils veulent nous maintenir dans la misère. Pour que eux, ils vivent. Pour que le peuple se réveille. Nous, on n'est pas là pour endormir le peuple. Et puis faire ce qu'on a fait. On veut que le peuple se réveille. Qu'ils comprennent qui sont leurs ennemis. Et ça, c'est le travail du journalisme aussi. Dans ces temps de guerre. C'est l'histoire du Burkina qui s'écrit maintenant. Donc, je vous en prie, il faut faire un travail parce qu'eux, ils préparent l'opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, que le peuple les accompagne. Ah, c'est normal, il faut les coloniser. C'est du mensonge ce qu'ils racontent. C'est du mensonge. Mais l'objectif est connu. Et nous aussi, il n'y a pas de problème. On se prépare en conséquence. Là, ça va se faire donc au fur et à mesure. J'espère que prenez le temps d'inviter chacun des ministères là. Voilà, pourquoi pas. Il faut les convoquer sur vos plateaux télé, que chacun dise au peuple qu'est-ce qu'il a innové dans son ministère, qu'est-ce qu'il a apporté de plus. Mais nous pouvons vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses dans la guerre et on a pu réaliser beaucoup d'autres choses autour. Vous pouvez le constater, comme on l'a dit,